On termine avec François Jost. François Jost qui publie un roman proche à la fois et du cinéma et de la psychanalyse, un entretien avec Nadine Vasseur. Les termes de Stabi, il s'agit, François Jost, de votre premier roman. Vous êtes par ailleurs scénariste et réalisateur, auteur d'essais aussi sur le cinéma, comme le récit cinématographique, par exemple, enfin, pour ne citer que le dernier. Alors, on y reviendra à l'image et le regard qui a une place très importante dans ce roman, même si le personnage principal, lui, n'est pas cinéaste, c'est un romancier, enfin un écrivain, qui, au moment où s'ouvre le livre, vient de mourir en laissant derrière lui une série de papiers. Alors, il y a un roman en cours, il y a un journal aussi, et puis des lettres adressées à une femme rencontrée peu de temps auparavant, une femme qui, justement, à sa mort, va se retrouver en possession de tous ces papiers et, à travers eux, essayer de comprendre qui était cet homme qui était demeuré quelqu'un d'assez énigmatique. C'est ça, le point de Oui, c'est départ. ça. Si vous voulez, il me semble que dans le roman, en général, une des grandes conventions qui m'a toujours choqué, c'est la facilité que le romancier a à être dans les têtes. Et ce que je voulais suggérer, finalement, c'est tout le trajet à accomplir pour se mettre dans la tête de l'autre. Alors là, on se trouve face à des écrits qui sont en quelque sorte vraiment une biographie, au sens où c'est une écriture de la vie. Et la femme qui a aimé cet écrivain va essayer de comprendre la vie de cet écrivain à travers des écrits. C'est-à-dire que, en quelque sorte, ça met tout à fait en mouvement la phrase de Proust selon laquelle le moi de l'écrivain est dans les livres. C'est-à-dire qu'on ne peut le trouver que dans les livres. Oui. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait à la fois un roman et un journal, enfin, qui restait. Il y a donc deux plans dans ce livre, deux plans qui se répondent en écho, qui sont tout de même parallèles, puisqu'ils sont chacun hantés par une image d'une femme allongée nue sur un autel de pierre. Alors, on peut peut-être déjà, pour un peu clarifier les choses, raconter ce qui se passe dans le roman qu'écrit le romancier, puisque il raconte l'histoire d'un homme qui se va à Pompéi, pour d'autres raisons d'ailleurs, enfin, on en reparlera, sur les traces de Flaubert, qui aurait été à Pompéi lors d'un voyage en Italie, et ce qu'il va rencontrer justement dans les ruines de Pompéi, dans les termes de Stabi, qui donne le titre au livre, eh bien, c'est une femme allongée sur un autel de pierre. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une statue? C'est tout le, oui, tout le ça. propos, C'est-à-dire toute la question du roman. Oui. Le héros du roman que l'écrivain écrit est effectivement lui-même en train d'écrire une biographie sur la vie de Flaubert, et il part de l'idée que pour comprendre Flaubert, en fait, il faut essayer de se remettre dans son expérience, dans sa tête. Et il sait que Flaubert a fréquenté Naples et Pompéi, ça c'est tout à fait authentique, et qu'il était tout à fait parfois passionné, excité par certains tableaux qu'il avait vus dans les musées. Et donc Charles, le héros, va revisiter les lieux qu'a visité Flaubert, le lupanar, et au cours de sa visite, il rencontre une femme qu'il prend d'abord pour un moulage, comme il y en a à Pompéi, et cette femme, on ne sait pas très bien s'il la connaît, s'il l'approche véritablement, mais en tout cas, quand il se réveille dans les lieux des termes de Stabi, elle a disparu. Et à partir de ce moment-là, il va la poursuivre. Oui, il va la chercher partout, à Pompéi d'abord, et puis à Paris, dans les pipes chaudes, dans les catacombes, au milieu des statues, des jardins. Enfin, quand on lit cette partie du livre, on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser à la Gradiva de William Jensen, enfin, ce fameux texte qui a été commenté par Freud, qui raconte aussi l'histoire d'un archéologue qui, à partir d'un bas-relief romain, cherche partout la trace de ce bas-relief et finalement rencontre une femme réelle. Sauf que, il m'a semblé que ce livre, c'était une sorte d'anti-Gradiva, puisqu'il n'y aura jamais de réponse, et que le propos, c'est justement l'incertitude. On ne saura jamais si c'était une femme ou une statue. Oui, bon, d'une part, c'est le mouvement inverse de la Gradiva, puisque dans la Gradiva, le héros va vers Pompéi, là, il s'en va de Pompéi, c'est-à-dire que la femme, il a l'intuition, comme ça, qu'elle a quitté Pompéi, qu'il doit la retrouver à Paris. Et comme vous le dites tout à fait justement, il n'y a pas d'explication réelle, comme il y en a à la fin du livre de Jensen. L'explication qu'on pourrait trouver à cette espèce de poursuite, qui pour moi aussi une quête toute simple comme la quête du Graal, hein, l'explication qu'on pourrait trouver se trouve dans l'écriture de la vie du romancier, c'est-à-dire dans son journal. Et au fond, c'est le lecteur qui doit mettre en rapport l'écriture du romancier et son roman, et qui doit faire la lecture que ferait Freud
dans la Gradiva, enfin, dans l'interprétation qu'il fait. Du côté du journal, je disais qu'il y avait un parallèle, et c'est vrai qu'il y a aussi la rencontre d'une femme qui s'ouvre quand même aussi sur ce qui est l'incertitude entre ce qui est la réalité et l'illusion, puisqu'il rencontre une femme qui est photographe, et la première chose qu'il voit d'elle, c'est son ombre portée sur un mur. Il y a cette référence à Platon, d'ailleurs, la réalité comme apparence. Ouais. On est là aussi totalement dans est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est une ombre? En quelque sorte, la réalité se construit à l'image du roman, c'est-à-dire que le romancier est tellement dans son fantasme que sa relation avec la femme est construite par ce fantasme qui le fait écrire. Et d'ailleurs, c'est la rencontre amoureuse qui est entre les deux personnages, c'est que la femme, comprenant ça, se glisse peu à peu dans l'imaginaire du romancier, et elle épouse les traces, enfin, et la silhouette du fantôme entreaperçu à Pompéi. Oui, la silhouette du fantôme entreaperçu, ça me fait penser évidemment à cette phrase que vous dites à propos de Flaubert, que Flaubert a passé sa vie à parler de Madame Schlesinger, entrevue sur la plage de Trouville. Et évidemment, il y a des milliers de clins d'œil à Flaubert, qui est quand même celui qui a dit Madame Bovary, c'est moi. Bon, chez Flaubert, j'avais toujours été frappé dans ses lettres à Louise Collet, qui disait, bon, écoute, je te vois bientôt, mais je termine la casquette, et puis dès que je l'ai terminé, on se voit. Et j'ai toujours pensé que derrière ce Flaubert très froid, il y avait quelque chose d'autre qui était bouillonnant, mais qu'on n'avait pas, parce que c'était des écrits, si vous voulez, perdus. Ça aurait été une sorte de journal. Alors, quand les carnets sont parus au moment où j'étais en train d'écrire, tout d'un coup, j'ai eu cette confirmation, mais en fait, les carnets ne sont pas ce journal. Mais l'hypothèse, le projet de départ, c'est d'écrire une sorte de fausse biographie de Flaubert, si vous voulez. C'est la partie manquante que j'ai écrite. C'est Flaubert, c'est moi, donc. François Jost, Les termes de Stabi, qui est publié au Méridien Klingsik.